Bonjour, bonsoir. Bien, aujourd'hui, on va parler de, comment dire, bon, on va passer à travers, oui, on va se servir de la personnalité d'un petit youtubeur là, mais en vérité, ça sera pour, comment dire, pour parler d'une certaine personnalité, on pourrait dire d'un type de personnalité en fait, parce qu'en soi, la personne elle est sans intérêt. C'est un type de personnalité, c'est on pourrait les qualifier, ces personnalités-là, on pourrait les qualifier de Monsieur Je sais tout. Vous voyez, c'est les complotistes, Monsieur Je sais tout là, d'Internet. J'ai nommé Phénotix Evolution. Ah, salam Auguste, comment tu vas frérot? Ah ouais, c'est gentil. Salam Layler. Bon Ramadan à vous. Et donc oui, c'est Phénotix Evolution. Lui, c'est vraiment de cette personnalité-là, là, ce morphotype, c'est le corps, mais je sais pas comment on dit ça en psychologie. Une personnalité, voilà, personnalité, lui, c'est vraiment le type du monsieur je sais tout, bon, qui sait pas grand-chose, vous voyez? C'est juste qu'avec l'internet, on peut, voyez, on peut s'inventer comme ça presque une intellectualité quoi, en fait. C'est incroyable ces gens, quoi. Mais regardez, en fait, regardez, je vais le débunker en quand je me suis penché sur son livre, je l'ai tout de suite, ça y est, j'ai compris l'entourloupe, quoi. Mais c'est gros, vous allez voir, c'est gros. C'est drôle, hein. C'est drôle même, hein. Mais c'est tellement gros, quoi, que on se dit: «Mais le type, il est» en fait, psychopathologique, je crois, hein. Parce que le type, tu l'entends parler, donc là, il se met à attaquer un peu tout le monde, là. Il veut faire de l'audimat, il veut faire du clash. Et donc, il se vend, vous voyez, c'est des gens qui sont tout le temps en train de se vendre. Donc, moi, mes analyses, ceci, cela, moi, je lis des livres. Vous voyez, comme quoi c'est des grands intellectuels. Mais passons directement, vous allez voir, c'est très, en fait, c'est pathétique, en fait. C'est pathétique, ça fait peur, quoi. On se dit le niveau là, c'est même pire que ce que je croyais, en fait. Parce que moi, je me disais et vous allez voir, c'est exactement ça, quoi. Il y a de ça aussi, quoi. Moi, je me disais: «Ouais, c'est quelqu'un qui va glaner à gauche, à droite, des petites choses sur internet. Ensuite, il compile ça et puis voilà, il fait l'intello, quoi, là. C'est à la portée de tout le monde, quoi. C'est un collégien, qui doit faire un exposé sur tel ou tel sujet, bah, il va fouiner sur internet et il va aller chercher un maximum de données, tout type de données. Et même, je l'avais précisé mais le collégien, tout de même, il va appliquer la méthode que le professeur lui aura enseignée. Vous voyez, c'est introduction, développement, conclusion. Il y a différents types d'introduction. Il y a différentes parties dans l'introduction. Il y a 3 parties dans une introduction, vous voyez? Après, c'est le développement. Souvent, c'est thèse, antithèse, synthèse, mais c'est pas, on voit toujours ce développement-là, mais en fait, on peut développer autrement. Et la conclusion, voilà, il y a plusieurs types de conclusions. Vous voyez? Comme il y a la conclusion, en fait, tu élargis ton sujet. Dans ta conclusion, tu as traité un certain type de sujet. Et dans ta conclusion, tu élargis en disant oui, mais voilà, potentiellement, il pourrait y avoir ça, potentiellement, on pourrait voir ceci, on pourrait élargir comme ça. Vous voyez, et ça s'appelle la dissertation, quoi. Vous voyez? Donc, en fait, il a même pas le niveau d'un collégien. Lui, c'est juste une succession de faits, d'événements, d'informations, d'idées qu'il va piocher à gauche, à droite, et il les met à la suite comme ça. C'est tout, quoi, en fait. Et il dit, c'est mon analyse. Mais regardez, mais en fait, c'est même pas ça. La vérité, regardez, c'est pire que ça. Regardez.
Je vous montre, c'est comique, en fait. C'est un personnage comique, en fait. Mais regardez. Regardez, pour vous dire que j'invente rien, quoi. Regardez le type que c'est, quoi. C'est Monsieur Wikipédia, en fait. Regardez. Donc là, j'ai trouvé en fait quelqu'un. Bah, c'est quelqu'un dont j'avais déjà parlé. Lui, il est bon, je trouve, en fait. Justement, quand il fait des petites analyses, il est bon. Après, comment dire, les lectures qu'il fait, bon, comme c'est quelqu'un qui a une chaîne plutôt active, qui a beaucoup d'abonnés, voilà, parfois il fait des lectures, c'est un peu tout et n'importe quoi, ça dépend, quoi. Par exemple, j'avais critiqué une de, pas lui, hein, j'avais pas critiqué la personne, je trouve sa chaîne, elle est très bien, sa chaîne. Mais j'avais critiqué une de ses lectures d'un auteur conspirationniste américain. Et en fait, la rhétorique de cet auteur conspirationniste, c'était un tel de telle organisation qui connaît un autre d'une autre organisation, puis un troisième qui vient dans l'affaire. Et ensuite, en fait, ils connaissent René Guénon. Et René Guénon aurait serré la main à Gamel Abdel Nasser. Ah, donc René Guénon fait partie du complot. Vous voyez, ce genre de rhétorique à 2 balles, ça a ni queue ni tête. Et j'avais critiqué ça, j'avais critiqué donc l'auteur en soi, cet auteur conspirationniste, que je n'ai pas lu, mais que j'ai entendu sa lecture sur sa chaîne, quoi. Mais regardez, là, il fait la lecture de son livre, là. Apparemment, c'est un pavé, c'est un livre de 600 pages, le livre là de Phénotics Evolution. Il en fait la lecture sur sa chaîne. Mais regardez, écoutez, je vais lancer là. Je vais lancer le truc. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire une partie du livre de Phénotics Evolution. Vous savez, il avait une chaîne YouTube qui malheureusement a été supprimée depuis. Il a un nouveau projet maintenant. Vous le verrez souvent dans les commentaires de ma chaîne ou sur les lives avant-première. Je crois que c'est Vérité Vraie, son pseudo. Et il a écrit un bouquin de 596 pages, nom de code Nouvel Ordre Mondial, et m'a autorisé à le lire. Il n'y a pas particulièrement de chapitrage dans ce livre, donc je vais vous lire la partie transhumanisme posthume. Il n'y a pas vraiment de chapitrage dans ce livre. Oui, c'est un foutoir en fait. Il met tout à la suite comme ça. C'est désordonné, quoi. Humanisme. Une partie de ce que nous avons abordé précédemment relève du domaine du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est un mouvement culturel et intellectuel international prônant une idéologie qui défend le recours aux techniques pour augmenter les aptitudes mentales et physiques et améliorer les aspects indésirables de la condition humaine, comme la souffrance, la maladie, le handicap, le vieillissement ou la mort. Dans son ouvrage « Aux racines du transhumanisme », publié en 2020, Alexandre Moatti montre que le mot transhumanisme est créé par le français Jean Coutreau en 1937. Jean Coutreau connaît l'écrivain Aldous Huxley, mais selon une autre théorie, c'est le frère de ce dernier. Alors, regardez, je suis sur Wikipédia. Je suis sur Wikipédia. Donc, l'article. Oui, je suis sur Wikipédia, donc l'article transhumanisme. Vous avez entendu ce qu'il a dit pour l'instant. On va le remettre, on va le remettre. On va le remettre, hop. Phénotics Evolution. Vous savez, il avait une chaîne YouTube. Écoutez la guignolerie de ce type-là. Écoutez bien. Il y a un nouveau projet maintenant. Vous le verrez souvent dans les commentaires de ma chaîne ou sur les lives avant-première. Je crois que c'est Vérité Vraie, son pseudo. Et il a écrit un bouquin de 596 pages, nom de code Nouvel Ordre Mondial, et m'a autorisé à le lire. Il n'y a pas particulièrement de chapitrage dans ce livre, donc je vais vous lire la partie transhumanisme, posthumanisme. Une partie de ce que nous avons abordé précédemment relève du domaine du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est un mouvement culturel et intellectuel international prônant une idéologie qui défend le recours aux techniques pour augmenter les aptitudes mentales et physiques
et améliorer les aspects indésirables de la condition humaine, comme la souffrance, la maladie, le handicap, le vieillissement ou la mort. Dans son ouvrage « Aux racines du transhumanisme », publié en 2020, Alexandre Moatti montre que le mot transhumanisme est créé par le français Jean Coutreau en 1937. Jean Coutreau connaît l'écrivain Aldous Huxley, mais selon une autre théorie, c'est le frère de ce dernier, le biologiste Julian Huxley, qui invente le mot transhumanisme à partir de 1957 pour désigner l'idée d'amélioration des performances humaines. Alors, petite parenthèse, ce paragraphe me rappelle la vidéo de 2016 que j'avais faite sur la franc-maçonnerie, l'alchimie et le transhumanisme. Il me semble furieusement que ça a été repris. Je ne sais pas si Alexandre Moatti avait vu ma vidéo, mais c'est moi qui avais parlé de Julian Huxley et du fait que le mot transhumanisme, on en trouvait des traces, même bien avant Julian Huxley. Je vous montrais une archive d'un journal dans lequel le mot était utilisé. J'avais même trouvé une traduction de Louis Ratisbonne des années 1860 de l'Enfer de Dante, dans lequel le mot transhumanisme était utilisé. Donc vous voyez, là, je parle de l'écrivain Moatti, mais si c'est avéré, vous voyez que c'est très courant de reprendre les idées des autres sans forcément les créditer, ou en donnant l'impression soi-même qu'on a fait une découverte. En 1957, Julian Huxley définit le transhumain, bien que le concept qu'il désignait différa sensiblement de celui auquel les transhumanistes font référence depuis les années 1980. Il définit le transhumain comme un homme qui reste un homme, mais se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles de et pour sa nature humaine. La qualité des personnes, et non la seule quantité, est ce que nous devons viser. Par conséquent, une politique concertée est nécessaire pour empêcher le flot croissant de la population de submerger tous nos espoirs d'un monde meilleur. Il s'agit bien d'améliorer la qualité, entre guillemets, des individus, comme on améliore la qualité des produits. Julian Huxley était en effet un des biologistes à l'origine du Manifeste des généticiens, signé par de nombreux généticiens prestigieux en 1939, qui prônait un eugénisme de gauche, où l'amélioration des conditions sociales est présentée comme la condition de la réussite et de l'efficacité d'une politique eugéniste. Il écrivit en 1957 « L'espèce humaine peut, si elle le veut, se... » Regardez, on est sur l'article de Wikipédia. Hein. Ici, regardez, ça commence ici. Dans son ouvrage « Aux racines du transhumanisme » publié en 2020, Alexandre Moatti montre que le mot transhumanisme est créé par le français Jean Coutreau en 1937. Jean Coutreau connaît l'écrivain Aldous Huxley. Bon, après, il y a faits et documents qui précisent, voilà, là, c'est ses recherches à lui. Il précise que lui, il l'a vu ailleurs. Il l'a vu, c'est un mot qu'il l'a vu dans des rubriques de presse au 19e siècle. Voilà, lui, il fait un travail, quoi. Mais regardez, c'est exactement la phrase qu'il utilise, l'autre Phénotix Évolution. Dans son ouvrage « Aux racines du transhumanisme » publié en 2020, Alexandre Moatti montre que le mot transhumanisme est créé par le français Jean Coutreau en 1937. Jean Coutreau connaît l'écrivain Aldous Huxley. Il suit Wikipédia. En 1957, Julian Huxley définit le transhumanisme, bien que le concept qu'il désignait différât sensiblement de celui auquel les transhumanistes font référence depuis les années 1980. Il définit le transhumanisme comme un homme qui reste un homme, mais se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles de et pour sa nature humaine. Deux petits points, ouvrez les guillemets, la qualité des personnes et non la seule quantité est ce que nous devons viser. Par conséquent, une politique concertée est nécessaire pour empêcher le flot croissant de la population de submerger tous nos espoirs d'un monde meilleur. Il s'agit bien d'améliorer la qualité des individus comme on améliore la qualité des produits. Julian Huxley était en effet un des biologistes à l'origine du Manifeste des généticiens, signé par de nombreux généticiens prestigieux en 1939, qui prônait un eugénisme de gauche, où l'amélioration des conditions sociales est présentée comme la condition de la réussite et de l'efficacité d'une politique eugéniste. Mot pour mot, il a repris Wikipédia. Mais c'est pas fini, regardez. Ça continue, en fait. Regardez. C'est incroyable. Le type, il se prend pour un grand intellectuel.
il écrit un livre où il reprend mot pour mot ce qui est dans Wikipédia. C'est incroyable, quoi. Voilà le guignol. Transcender pas seulement de manière sporadique, un individu ici d'une manière et un autre là-bas autrement, mais dans sa globalité, en tant qu'humanité. Nous avons besoin d'un nom pour cette croyance. Peut-être le mot transhumanisme peut-il servir. L'homme restant l'homme, mais se transcendant, réalisant de nouvelles possibilités de et pour sa nature humaine. Fin de la citation. Donc vous voyez que il dit, peut-être le mot transhumanisme peut-il servir. Donc subtilement, il dit qu'il ne crée pas le mot, il devait probablement déjà exister, puisque moi je l'ai vu dans au moins une traduction du 19e siècle, mais le réactualiser ou le réinventer ou le réintégrer. Vous voyez ce que je veux dire? Cette référence à une croyance en un dépassement n'est pas celle que retient le futurologue Feridun M. Esfandiari en 1966 quand il enseigne à la New School of Social Research de New York. À cette époque, les moyens techniques ont pris de l'ampleur avec la chimie triomphante, l'informatique en germe et les prémices de la manipulation des gènes. Il s'agit de les utiliser pour donner à l'homme la possibilité de s'affranchir de sa dépendance biologique. F.M. Esfandiari prend le pseudonyme mythique de FM 2030 et formule la première déclaration transhumaniste en 1973. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 1973, petite parenthèse. C'était à la fois la crise du pétrole et la guerre du Kippour, etc. La fin de l'étal noir et le début en fait de la spéculation autorisée sur les marchés, sur les monnaies, la dérégulation mondiale au niveau de ces marchés-là. Quoi d'autre? Première déclaration transhumaniste en 73, mais aussi début de la décroissance dans des rapports édités par des gens comme Klaus Schwab et d'autres. Il s'est passé beaucoup de choses en 73. Julian Huxley a été au centre de discussion dans un groupe d'amis restreints. Pierre Teilhard de Chardin, Jean Coutreau, Abraham Maslow. Tous les quatre ont tourné autour du mot transhumanisme pour exprimer leur désir de repenser l'homme dans sa destinée, revoir son évolution à venir. Jean Coutreau, défenseur de la planification et d'une organisation rationnelle du travail, a fondé avec Aldous Huxley et le médecin Alix Carrel le Centre d'études des problèmes humains. Ce petit réseau de scientifiques avait en commun le désir de repenser le destin de l'homme dans un contexte de progrès scientifique. Le mot transhumanisme a circulé comme une possibilité pour nommer cet humanisme d'un genre nouveau. Au début des années 1960, la question des relations entre les intelligences humaines et artificielles, qui est une des thématiques centrales du transhumanisme, est abordée par l'informaticien Marvin Minsky. Dans les décennies qui suivent, ce domaine de recherche continue de voir apparaître d'influents penseurs comme Hans Moravec ou Raymond Kurzweil, tantôt officiant dans des travaux d'ordre technique, tantôt spéculant sur l'avenir technologique à la manière du transhumanisme. L'émergence d'un mouvement transhumaniste clairement identifiable commence dans les dernières décennies du XXe siècle. Le transhumanisme est divisible en deux parties. La première. Au début, encore une fois, mot pour mot. Au début des années 1960, la question des relations entre les intelligences humaines et artificielles, qui est une des thématiques centrales du transhumanisme, est abordée par l'informaticien Marvin Minsky. Dans les décennies qui suivent, ce domaine de recherche continue de voir apparaître d'influents penseurs comme Hans Moravec ou Raymond Kurzweil, tantôt officiant dans des travaux d'ordre technique, tantôt spéculant sur l'avenir technologique à la manière du transhumanisme. L'émergence d'un mouvement transhumaniste clairement identifiable commence dans les dernières décennies du XXe siècle. Mot pour mot, il reprend Wikipédia. Il avait repris une autre phrase. Et c'est juste, il ordonne à sa façon, quoi. Il avait repris une autre phrase que j'avais identifiée au départ. Voilà, quand il parle de FM 2030, là. En 1960, FM 2030, anciennement FM Esfandiari, un futurologue qui enseigne les nouveaux concepts de l'homme à la New School de New York.
Commence à qualifier les personnes qui adoptent les techniques, des styles de vie, des conceptions du monde, signalant une transition vers la post-humanité. Bref, il a repris cette phrase-là aussi. Vous voyez? Il a pioché dans l'article de Wikipédia et il reprend mot pour mot. Shalom David. Incroyable, incroyable. Mais regardez, ça continue. Ça continue. Biologique qui se réclame de la tradition humaniste, une tradition bien représentée par certains passages de l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, 1795, de Condorcet. Voici ce que dit Condorcet dans son essai. Nos espérances sur les destinées de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces trois questions. La destruction de l'inégalité entre les nations, les progrès de l'égalité dans un même peuple, enfin le perfectionnement réel de l'homme. Il décrit une humanité se rendant maître de son destin biologique. Je cite, « Nous pourrions donc conclure déjà que la perfectibilité de l'homme est indéfinie, et cependant, jusqu'ici, nous ne lui avons supposé que les mêmes facultés naturelles, la même organisation. Serait-il absurde maintenant de supposer que ce perfectionnement de l'espèce humaine doit être regardé comme susceptible d'un progrès indéfini, qu'il doit arriver un temps où la mort ne serait plus que l'effet ou d'accidents extraordinaires ou de la destruction de plus en plus lente des forces vitales, et qu'enfin la durée de l'intervalle moyen entre la naissance et cette destruction n'a elle-même aucun terme assignable ?» Condorcet n'hésite pas à poser la question qui sera celle du transhumanisme. Je cite, « L'espèce humaine doit-elle s'améliorer, soit par de nouvelles découvertes dans les sciences et dans les arts, et par une conséquence nécessaire dans les moyens de bien-être particuliers et de prospérité commune, soit par des progrès dans les principes de conduite et dans la morale pratique, soit enfin par le perfectionnement réel des facultés intellectuelles, morales et physiques, qui peut en être également la suite, ou de celui des instruments qui augmentent l'intensité et dirigent l'emploi de ces facultés, ou même dans celui de l'organisation naturelle. » En répondant à ces trois questions, nous trouverons dans l'expérience du passé, dans l'observation des progrès que la science, la civilisation ont fait jusqu'ici, dans l'analyse de la marche de l'esprit humain et du développement de ses facultés, les motifs les plus forts de croire que la nature n'a mis aucun terme à nos espérances. Le deuxième transhumanisme est celui d'une hybridation homme-machine, le cyborg. L'ambition développée par la cybernétique a pourtant constitué un creuset formidable pour l'élaboration des sciences cognitives, de l'intelligence artificielle, des thérapies systémiques de l'école de Palo Alto, ou encore des théories biologiques de l'auto-organisation. Marvin Minsky présente la première cybernétique comme un tronc commun qui se serait divisé en trois branches. La simulation cognitive à la Allen Newell et Herbert Simon, l'intelligence artificielle et la seconde cybernétique ou théorie des systèmes auto-organisateurs. En 1986, Kim Eric Drexler publie Engines of Creation, The Coming Era of Nanotechnology, deux sens possibles, les rouages de la création, l'ère nouvelle de la nanotechnologie, ou engins de création, l'ère nouvelle de la technologie, qui analyse les perspectives liées aux nanotechnologies et aux assembleurs moléculaires et fonde l'Institut Foresight. Les bureaux de Californie du Sud de l'Alcor Life Extension Foundation, la première organisation à but non lucratif effectuant des recherches sur la cryonie, œuvrant pour sa promotion en la mettant en œuvre, devinrent également un lieu de regroupement privilégié des futuristes. En 1988, le premier numéro d'Extropy Magazine est publié par Max More et Tom Morrow. En 1990, More crée sa propre doctrine transhumaniste qu'il exprime sous la forme des Principles of Extropy, principes de l'extropie, et jette les bases du transhumanisme moderne en lui donnant une... Regardez. En 1988, le premier numéro d'Extropy Magazine est publié par Max More et Tom Morrow. En 1990, More crée sa propre doctrine transhumaniste qu'il exprime sous la forme des Principles of Extropy, principes de l'extropie, et jette les bases du transhumanisme moderne en lui donnant une nouvelle définition. Encore une fois, mot pour mot. Mot pour mot. Nouvelle définition, je cite. Le transhumanisme est une classe de philosophie ayant pour but de
nous guider vers une condition post-humaine. Le transhumanisme partage de nombreuses valeurs avec l'humanisme, parmi lesquelles un respect de la raison et de la science, un attachement au progrès et une grande considération pour l'existence humaine ou transhumaine dans cette vie. Le transhumanisme diffère de l'humanisme en ce qu'il reconnaît et anticipe les changements radicaux de la nature et des possibilités de nos vies provoquées par diverses sciences et techniques. Dans ce deuxième transhumanisme, le scientifique et philosophe suédois qui enseigne à Oxford, Nick Bostrom, écrit ceci: « Viendra un jour où la possibilité nous sera offerte d'augmenter nos capacités intellectuelles, physiques, émotionnelles et spirituelles bien au-delà de ce qui apparaît comme possible de nos jours. Nous sortirons alors de l'enfance de l'humanité pour entrer dans une ère post-humaine. » Le transhumanisme est le long chemin menant vers le post-humanisme. En 1998, les philosophes Nick Bostrom et David Pearce fondent la World Transhumanist Association, WTA, Association transhumaniste mondiale, une organisation non gouvernementale d'échelle internationale œuvrant afin que le transhumanisme soit reconnu comme digne d'intérêt par le milieu scientifique comme par les pouvoirs publics. En 2002, la WTA modifie et adopte la déclaration transhumaniste, the Transhumanist Declaration. La FAQ transhumaniste, conçue par la WTA, donne deux définitions formelles du transhumanisme. Le mouvement culturel et intellectuel qui affirme qu'il est possible et désirable d'améliorer fondamentalement la condition humaine par l'usage de la raison, en particulier en développant et diffusant largement les techniques visant à éliminer le vieillissement. Donc pareil. Donc là, il nous parle de... Alors en 1988, les philosophes Nick Bostrom et David Pearce fondent la World Transhumanist Association, WTA, une organisation non gouvernementale d'échelle internationale œuvrant afin que le transhumanisme soit reconnu comme digne d'intérêt par le milieu scientifique comme par les pouvoirs publics. En 2022, la WTA modifie et adopte la déclaration transhumaniste, The Transhumanist Declaration. C'est incroyable, quoi. Il a tout pompé sur Wikipédia. Une organisation non gouvernementale d'échelle internationale œuvrant afin que le transhumanisme soit reconnu comme digne d'intérêt par le milieu scientifique comme par les pouvoirs publics. En 2002, la WTA modifie et adopte la déclaration transhumaniste, the Transhumanist Declaration. La FAQ transhumaniste, conçue par la WTA, donne deux définitions formelles du transhumanisme. Le mouvement culturel et intellectuel qui affirme qu'il est possible et désirable d'améliorer fondamentalement la condition humaine par l'usage de la raison, en particulier en développant et diffusant largement les techniques visant à éliminer le vieillissement et à améliorer de manière significative les capacités intellectuelles, physiques et psychologiques de l'être humain. L'étude des répercussions, des promesses et des dangers potentiels des techniques qui nous permettront de surpasser des contraintes inhérentes à la nature humaine, ainsi que l'étude des problèmes éthiques que soulève l'élaboration et l'usage de telles techniques. Voici la définition de Max More, un des piliers du mouvement, publié en mars 2003 dans un texte intitulé « Principe extropien 3.0 ». Ce manifeste est disponible sur Internet en anglais et en français. Comme les humanistes, les transhumanistes privilégient la raison, le progrès et les valeurs centrées sur notre bien-être plutôt que sur une autorité religieuse externe. Les transhumanistes étendent l'humanisme en mettant en question les limites humaines par les moyens de la science et de la technologie combinés avec la pensée critique et créative. Nous mettons en question le caractère inévitable de la vieillesse et de la mort, nous recherchons à améliorer progressivement nos capacités intellectuelles et physiques, ainsi qu'à nous développer émotionnellement. Nous voyons l'humanité comme une phase de transition dans le développement évolutionnaire de l'intelligence. Nous défendons l'usage de la science pour accélérer notre passage d'une condition humaine à une condition transhumaine ou post-humaine. Comme l'a dit le physicien Freeman Dyson, l'humanité me semble être un magnifique commencement, mais pas le dernier mot. Nous n'acceptons pas les aspects indésirables de notre condition humaine. Nous mettons en question les limitations naturelles et traditionnelles de nos possibilités. Nous reconnaissons l'absurdité qu'il y a à se contenter d'accepter humblement les limites dites naturelles de nos vies dans le temps. Nous prévoyons que la vie s'étendra au-delà des confins de la Terre, le berceau de l'intelligence humaine et transhumaine, pour habiter le cosmos. Fin de la citation.
Le manifeste transhumaniste dans sa version de 2012, une modification de la première mouture adoptée en plénière le 4 mars 2002 par la World Transhumanist Association, est un document signé notamment par deux pères fondateurs du mouvement, Nick Bostrom et Max More. Ce manifeste est disponible en ligne gratuitement. 1. L'humanité sera profondément affectée par la science et la technologie dans l'avenir. Nous envisageons la possibilité d'élargir, broadening, le potentiel humain en surmontant le vieillissement, les lacunes cognitives, la souffrance involontaire et notre isolement sur la planète Terre. 2. Nous pensons que le potentiel de l'humanité n'est toujours pas réalisé dans l'essentiel. Il existe des scénarios crédibles qui permettraient d'améliorer la condition humaine de façon merveilleuse et extrêmement intéressante. 3. Nous reconnaissons que l'humanité fait face à de graves risques, en particulier dans l'utilisation abusive de nouvelles technologies. Il existe des scénarios envisageables qui conduisent à la perte de la plupart, voire de la totalité de ce que nous tenons pour précieux. Certains de ces scénarios sont radicaux, d'autres plus subtils. Bien que tout progrès soit changement, tout changement n'est pas progrès. 4. L'effort de recherche doit être investi dans la compréhension de ces perspectives. Nous devons soigneusement débattre de la meilleure façon de réduire les risques tout en favorisant les applications bénéfiques. Nous avons également besoin de forums où les gens peuvent discuter de manière constructive de ce qui pourrait être fait et d'une organisation sociale où les décisions responsables puissent être mises en œuvre. 5. La réduction des risques d'extinction humaine, le développement de moyens pour la préservation de la vie et de la santé, l'allègement des souffrances graves et l'amélioration de la prévoyance et de la sagesse humaine doivent être considérés comme des priorités urgentes, généreusement financées. 6. Les décisions politiques doivent être guidées par une vision morale, responsable et fédératrice, prenant au sérieux à la fois les avantages et les risques, respectant l'autonomie et les droits individuels, faisant preuve de solidarité et se préoccupant des intérêts et de la dignité de toutes les personnes à travers le monde. Nous devons aussi être attentifs à nos responsabilités morales envers les générations à venir. 7. Nous défendons le bien-être de toutes les intelligences en y incluant les humains, les non-humains, les animaux, les futures intelligences artificielles, les formes de vie modifiées ou toute autre intelligence auquel le progrès technologique et scientifique pourrait donner naissance. 8. Nous promouvons la liberté morphologique, le droit de modifier et d'améliorer son corps, sa cognition, ses émotions. Cette liberté inclut le droit d'utiliser ou de ne pas utiliser des technologies pour prolonger la vie, la préservation de soi grâce à la cryogénisation, le téléchargement et d'autres moyens, et de pouvoir choisir de futures modifications et améliorations. Fin de la citation. Donc ça ressemble un petit peu, vous savez, à quand vous choisissez et pouvez personnaliser un personnage dans le mode éditeur de jeux comme GTA ou les Sims, je ne sais pas. Donc les cheveux roses, une jambe motorisée, avoir à la fois un sexe masculin, un sexe féminin, enfin je sais pas. C'est tout ça. Selon Laurent Alexandre, les grands acteurs de l'Internet, GAFAM, Batix, Natu, ont en ce début du XXIe siècle une démarche transhumaniste, développant sans cesse et plus rapidement que de nombreux pays de nouveaux axes de recherche scientifique sur les nouvelles technologies. Ils disposent pour cela de moyens financiers considérables et de l'agrégation de banques de données colossales, alimentées entre autres par leurs propres réseaux sociaux. Regardez, c'est ici. Ce passage est ici. Selon Laurent Alexandre, les grands acteurs de l'Internet, GAFAM, Batix, Natu, ont, en ce début du XXIe siècle, une démarche transhumaniste développant sans cesse et plus rapidement que de nombreux pays de nouveaux axes de recherche scientifique sur les nouvelles technologies. Ils disposent pour cela de moyens financiers considérables et de l'agrégation de banques de données colossales, alimentées, entre autres, par leurs propres réseaux sociaux. Comme nous le rappelle le docteur Laurent Alexandre sur Google, cette entreprise a réussi à préempter 3 marchés clés. Celui de la lutte contre la mort, elle a créé Calico, une filiale qui a cet objectif fou d'augmenter l'espérance de vie de 20 ans d'ici à 2035. On est mal parti pour l'instant, mais bon. Elle a investi dans le séquençage ADN avec sa filiale 23andMe, qui lui assure le quasi-monopole de l'embryologie par génie génétique.
Depuis quelques années, Google est devenu l'un des principaux sponsors du mouvement transhumaniste, notamment par le soutien financier massif des entreprises portant sur les nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives, NBIC, et par l'engagement au sein de son équipe dirigeante en décembre 2012 de Raymond Kurzweil, spécialiste de l'intelligence artificielle, théoricien du transhumanisme et cofondateur de la Singularity University, par ailleurs parrainé financièrement par Google, prenant les concepts de singularité technologique, c'est-à-dire l'avènement d'une intelligence artificielle qui dépassera, entre guillemets, les capacités du cerveau humain. Idem, mot pour mot, donc tout un paragraphe. Hein. Depuis quelques années, Google est devenu l'un des principaux sponsors du mouvement transhumaniste, notamment par le soutien financier massif des entreprises portant sur les nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives, NBIC, et par l'engagement au sein de son équipe dirigeante en décembre 2012 de Raymond Kurzweil, spécialiste de l'intelligence artificielle, théoricien du transhumaniste et cofondateur de la Singularity University, par ailleurs parrainé financièrement par Google, prenant le concept de singularité technologique, c'est-à-dire l'avènement d'une intelligence artificielle qui dépassera les capacités du cerveau humain. Exactement mot pour mot, elle reprend des paragraphes entiers de Wikipédia. Et qui disent pas que c'est des citations. Non, non, là, c'est pas une citation. Là c'est quelqu'un, c'est les contributeurs de Wikipédia. Ouais, c'est des bénévoles qui créent ces pages. Et en fait, il y a des pages, comment dire, en fait, il y a ces contributeurs Google, en fait, ils discutent entre eux. Et il faut forcément, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a plein de petites notes de bas de page, parce qu'il faut donner la référence, en fait. Vous voyez? Et donc, il crée des pages Wikipédia en collaboration. Voilà, chacun s'intéresse à tel ou tel sujet et se retrouve parce on peut retrouver leur discussion, en fait. Je sais pas si vous savez. Parce que ces collaborateurs, disons, ces gens, oui, qui collaborent à ces pages, en fait, ils discutent aussi entre eux les différents arguments, les différentes choses, en fait, avant de valider la chose. C'est pas une citation, hein, qu'ils ne disent pas que oui, mais c'est juste une citation que j'ai repris, je peux pas modifier une citation. Non, 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 non. Là, tu as repris mot pour mot des paragraphes entiers de l'article de Wikipédia sur le transhumanisme de quelqu'un, un contributeur qui rédige ça. Tu as repris mot pour mot depuis tout à l'heure. Et tu as mis ça dans ton livre. Il a fait des copier-coller. Je sais pas si vous imaginez la chose. C'est pour ça que je disais, en vérité, c'est encore pire que ce que je croyais. C'est pas juste, il va glaner des petites choses par-ci, par-là, puis il les combine un peu comme ça, de manière, comme il l'a dit, donc fait document, c'est-à-dire, il n'y a pas de chapitrage, quoi. Il combine ça n'importe comment et voilà, il doit rédiger ça un peu, c'est bordélique, quoi. Non, c'est pire que ça. C'est bordélique parce qu'en fait, c'est que du copier-coller, vous voyez? Copier-coller, hop, Word, et après, je te publie un livre là sur Amazon. Mais pourquoi tu veux faire payer les gens? Parce qu'il a dit comme quoi, oui, c'est un pavé de 600 pages, et donc je le vends à 13 euros, donc je me fais pas d'argent. Mais pourquoi tu veux faire payer quelque chose qui est gratuit sur Internet? C'est Wikipédia. Tu renvoies les gens sur Wikipédia, tu leur dis, allez consulter l'article transhumanisme. Ils vont lire gratuitement. Pourquoi tu veux faire payer Wikipédia? Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore pire que ce que je croyais, en fait. Parce que là, un collégien, s'il fait ça, donc le professeur, il a sa dissertation. S'il tape dans une barre de recherche, il va voir que c'est paraphrasé, que l'élève a paraphrasé Wikipédia. C'est zéro.
C'est zéro, ça vaut zéro. Même pour un collégien qui fait ça, c'est zéro. T'as paraphrasé. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est zéro. Ça vaut rien du tout, son truc. C'est du copier-coller. Je sais pas si vous voyez le niveau de ce gueux 2.0 qui parle en plus comme si c'était un grand intellectuel. Bon, on va poursuivre, vous allez voir. C'est pas fini, hein. Il continue à puiser dans Wikipédia, à faire des copier-coller, quoi. L'ambition du géant de l'Internet est ouvertement de réussir à appliquer son modèle de réussite dans le domaine des technologies de l'information à celui des technologies de la santé, afin d'améliorer la qualité de la vie humaine et d'en prolonger la durée, notamment en parvenant à faire de son moteur de recherche la première et la plus performante des intelligences artificielles. De 1997 à 2000, Mikhail Rocco fait plancher 150 experts pour élaborer l'initiative sur les nanosciences, je cite, avec la même rigueur qu'un... Bon, là, il n'a pas repris le paragraphe. Là, il n'a pas repris le paragraphe en entier. Il a repris la moitié de ce court paragraphe. L'ambition du géant de l'Internet est ouvertement de réussir à appliquer son modèle de réussite dans le domaine des technologies de l'information à celui des technologies de la santé, afin d'améliorer la qualité de la vie humaine et d'en prolonger la durée, notamment en parvenant à faire de son moteur de recherche la première et la plus performante des intelligences artificielles. Encore une fois, mot pour mot. Mot pour mot. C'est pas une citation, hein. C'est pas une citation. Là, c'est quelqu'un qui a rédigé, là. Projet scientifique. Le 11 mars 1999, dans le hall indien historique de la Maison-Blanche, il prône une véritable conquête du nanomonde, à l'image de la conquête de la Lune. J'ai eu 10 minutes pour convaincre, et les participants en ont parlé ensuite pendant des heures, témoigne-t-il. Il publie une brochure explicative et attractive pour associer le public et distribuée à 30 000 organisations. Il est nommé à la tête du comité de l'Agence nationale de la science américaine, National Science Foundation, NSF, dédié aux nanosciences, N7, et n'a pas quitté ce poste depuis. Sous son impulsion se tient la première conférence sur les implications sociétales des nanos, les 18 et 29 septembre 2000. Elle cristallise l'idée qu'une révolution se déploie dans les sciences et les technologies, fondée sur notre capacité nouvelle de mesurer, de manipuler et d'organiser la matière à l'échelle nanométrique. La rupture pressentie trouve son origine dans les ponts, les équivalences imaginées, entre les supports de la matière, de l'information et du vivant. Un an plus tard, les 3 et 4 décembre 2001, dans l'ombre du 11 septembre, une nouvelle conférence financée par la NSF et le département du commerce se tient à Washington. Elle examine les progrès que peut permettre une combinaison de 4 champs disciplinaires, les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information et les sciences cognitives. C'est l'émergence du thème de la convergence technologique. Les quelques 100 contributeurs réunis voient dans cette perspective un moyen d'accroître l'efficacité des industries et d'améliorer les performances et le bien-être humain. Ils signent une véritable profession de foi. Nous nous tenons au seuil d'une nouvelle renaissance fondée sur la compréhension de la structure et du comportement de la matière, depuis l'échelle nanométrique jusqu'au système le plus complexe aujourd'hui découvert, le cerveau humain. L'unification de la science, ancrée dans l'unité de la nature et son investigation globale, va conduire à la convergence technologique et à une structure sociale plus efficace pour atteindre les objectifs de l'humanité, tout en faisant attention aux enjeux éthiques et aux besoins sociétaux. L'effort coopératif et intégratif entre les disciplines peut aboutir à une immense amélioration dans les capacités humaines, les nouvelles industries et productions, la société et la qualité de vie. Pour réussir son coup de maître, Mikhail Rocco s'est appuyé sur un expert en manipulation des consciences, William Sims Bainbridge. Ce sociologue des religions sait comment gonfler des foules, les enchanter. C'est avec ce dernier et l'appui d'environ 80 spécialistes que Rocco confirme le cap vers la convergence des 4 champs, nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives, qu'on appellera désormais par le sigle NBIC. Les sciences cognitives constituent une discipline scientifique ayant pour objet la description, l'explication et le cas échéant la simulation des mécanismes de la pensée humaine, animale ou artificielle,
et plus généralement de tout système complexe de traitement de l'information capable d'acquérir, conserver, utiliser et transmettre des connaissances. Les sciences cognitives reposent sur l'étude et la modélisation des phénomènes aussi divers que la perception, l'intelligence, le langage, la mémoire, l'attention, le raisonnement, les émotions, l'esprit ou même la conscience. Les sciences cognitives utilisent conjointement des données issues des 6 sous-disciplines qui la composent, les neurosciences, la linguistique computationnelle, l'anthropologie cognitive, la psychologie cognitive, la philosophie de la cognition et l'intelligence artificielle. Né dans les années 1950 aux États-Unis, dans le cadre des progrès sur l'intelligence artificielle financés par la recherche militaire et particulièrement DARPA, les sciences cognitives recoupent les enjeux liés à la cognition artificielle et à la cognition naturelle. Dans ces sciences cognitives, le premier point selon mon prisme est la conscience. C'est pour cela que j'ai commencé le livre sur ce thème. Chez l'homme, à la différence des autres êtres animés, c'est l'organisation de son psychisme qui, en lui permettant d'avoir connaissance de ses états, de ses actes, de leurs valeurs morales, lui permet de se sentir exister, d'être présent à lui-même. Ensuite, on a le subconscient, nous l'avons examiné, le terme signifie « sous la conscience ». Ces deux éléments sont à la genèse de tout ce qui suivra dans le domaine des sciences cognitives. Selon Yves Agide, qui distingue subconscience intentionnelle, innée et apprise pour les humains comme pour les animaux, et subconscience non intentionnelle. La subconscience est une faculté mentale qui permet de faire, de ressentir et de penser de manière automatique sans s'en rendre compte. Présente chez tous les animaux développés, dont l'homme, elle assure leur survie. Permanente à tous les instants de la vie, elle reflète notre personnalité. Or, cette subconscience dépend du fonctionnement de petites structures situées à la base du cerveau, les noyaux gris centraux, lesquels jouent un rôle essentiel pour permettre de réaliser nos mouvements, mais aussi d'avoir des pensées, des émotions, le tout de façon automatique. À l'état normal, la subconscience est donc une façon de qualifier nos comportements automatiques moteurs, mais aussi intellectuels et émotionnels. Comme le comportement moteur reflète nos aptitudes intellectuelles et émotionnelles, c'est le meilleur reflet de ce qui se passe dans notre cerveau. À l'insu du sujet et en continu, ce comportement moteur s'observe et s'entend. On peut même se demander si les noyaux gris centraux, qui gèrent de manière prééminente cette subconscience, n'a pas pour but de fusionner nos aptitudes intellectuelles et émotionnelles en un comportement moteur subconscient. La cognition est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction Ouais, voilà, exactement. En fait, c'est Wikipédia qui a copié sur Phénotics Evolution. Tout s'explique. Donc, bon, j'ai pas, voilà, j'ai pas, je fais recherche par mots-clés, hein, on retrouve tout finalement, on peut retrouver quoi. Bon, il a dû aller chercher sur un autre papier, il a combiné deux trucs quoi en fait, vous voyez, il a dû combiner ce papier-là, cet article de Wikipédia concernant le transhumanisme et une ou deux autres choses qu'il est parti glaner à droite à gauche. Et du copier-coller. Le mec, il en est là, quoi, en fait. C'est incroyable. Du copier-coller. C'est incroyable. Je sais pas si vous voyez le type, là, donc depuis qu'il s'attaque à Salim Laibi et à Gérard Fauré, on l'entend parler. Le type, il se prend pour un grand intellectuel. Vous voyez, c'est lui qui va nous enseigner. Et c'est lui le professeur, quoi. C'est lui qui va nous expliquer comment ça marche. Il parle d'économie, il parle d'histoire, il parle de géopolitique, il parle de philosophie, etc., etc. Sans rien comprendre, quoi, finalement. Parce que si tu restes dans des banalités, dans des généralités, ça sert à quoi ce que tu fais? C'est pareil, en fait, il se fait ces petits docs Word. C'est que du copier-coller, donc il va piocher et ensuite il récite ça, quoi. Comme quoi je maîtrise la chose. Ouais, comme quoi je maîtrise l'économie, l'histoire, la géopolitique, la politique, les sciences, etc. Vous voyez le machin que c'est, quoi? C'est le prototype du monsieur je sais tout. Alors qu'on voit qu'en fait, c'est juste
Un mythomane, quoi, en fait. Un mythomane. C'est monsieur copier-coller. C'est incroyable. Incroyable. Vous voyez, je pensais que j'aurais pas cru ça, quoi, en fait. Je pensais qu'il y avait quand même un peu plus de travail que ça, quoi. C'est du copier-coller, c'est incroyable. Et il se permet de faire l'intello youtubien, de critiquer les autres. Ça sert à quoi ce que tu fais? Si tu fais ça juste pour attaquer les autres, en fait, c'est ça? Pour dire les autres, ils sont bêtes et moi, je suis intelligent. Je vais vous dire une chose. Je pense, c'est pour- je pensais à ça aussi. Pourquoi, en soi, vous voyez, c'est pas lui, il y en a d'autres des comme lui. Mais je pensais à ce prototype du monsieur je sais tout. Et vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser dans le monde du travail, il y aura toujours des gens comme ça pour, vous savez, se faire passer pour plus intelligent qu'intelligent et on voit que c'est pour rabaisser les autres, en fait. Ça peut être fait d'une manière assez, directe et violente, hein. C'est-à-dire que moi, je suis intelligent, toi, tu es bête. C'est de la manipulation, en fait. Vous voyez, c'est pour prendre l'ascendant psychologique sur les autres. Après, il y en a, ils font ça, on va dire, un peu moins, c'est un peu moins agressif, c'est un peu moins direct, en fait. Ouais. Et ouais. Et donc voilà, je pensais à ça, quoi. C'est vrai, parce qu'on retrouve ce genre de. Bon, là, je sais pas si dans le monde du travail, on peut appeler ça des messieurs je sais tout, mais c'est des manipulateurs, en tout cas. Vous voyez? C'est des gens, donc, c'est pour rabaisser les autres, c'est pour prendre l'ascendant psychologique sur les autres, comme quoi eux, ils sont très intelligents et pas en sous-tendant que les autres, ils sont bêtes ou parfois ça se fait directement, quoi. Ils le disent clairement, quoi. «Moi, je suis trop intelligent et vous, vous êtes idiots», quoi. C'est des manipulateurs, c'est ce genre de manipulateurs dans le monde du travail c'est assez répandu, en fait et c'est de la manipulation, quoi, clairement. Mais et après, moi, je connais ce profil. Moi, je connais ce genre de profil. En fait, c'est pas des gens très intelligents déjà. Après, ils ont l'intelligence du vice. On voit qu'ils sont vicieux. Ils ont cette intelligence-là, l'intelligence du vice. Et c'est pour attaquer les autres, quoi. Vous voyez? Comme je le disais, c'est pour prendre l'ascendant psychologique sur les autres dans les milieux, dans le domaine professionnel, quoi, en fait. C'est de la manipulation. C'est des C'est souvent on a affaire à des narcissiques, c'est des pervers narcissiques qui usent, de ce genre de procédé. Vous voyez? Non, c'est pas qu'il n'a pas voulu dialoguer avec moi. Non, non, moi j'ai jamais voulu dialoguer avec lui, en fait. C'est juste que j'avais émis, certaines critiques. Quand je vois qu'il commence à partir, commence à accuser, Salim Laibi en particulier à travers Gérard Fauré, c'est juste j'ai mis un petit commentaire sous l'une de ses vidéos et je sais pas en fait, bref et c'est pas on voit que c'est quelqu'un de pas très mais ouais, bah tiens, ouais, c'est marrant ce que tu me dis, tiens. On va aller voir, comment il s'appelle sa chaîne? Ouais, Vérité à venir. On va aller voir ce qu'il me répond en fait. On va aller voir, on voit qu'on a affaire à quelqu'un de malhonnête, quoi. Je sais plus sous quel commentaire j'avais, je sais plus où c'était. Ah, je crois que c'est là. Adrénochrome, c'est du sang qu'on prend sur des. Voilà, lui, c'est le spécialiste de l'adrénochrome, ouais. Adrénochrome, le vrai du faux. Euh, voilà, regardez. Non, non, moi j'ai jamais voulu dialoguer avec lui, quoi. Je m'en fous, quoi. Je te dis, je le prends même pas en soi, je le prends même pas pour cible. C'est juste,
C'est juste que c'est un prototype de ce genre de personnalité, en fait. Voyez? Mais c'est comme les François ridicules et les réveils conspirationnistes et la Lola Crouton, là. C'est pas étonnant qu'ils s'acoquinent entre eux comme ça. Vous voyez, qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Comme le ridicule. Écoutez la conférence de Francis Cousin, il y a 10 ans déjà. C'était quand il a été invité chez ER. Donc, il s'adresse à un parterre de membres de chez ER. Et à un moment, il ressort un argument, c'est comme lui, voilà, c'est contre l'État, etc. C'est un anti-État. Il dit oui, ça sert à quoi de plaider la création d'un État palestinien? L'État est partout le même. L'État, c'est la matraque. S'il y a un État palestinien qui est créé, au final, ça sera pour matraquer le citoyen palestinien. Vous voyez cet argument-là. Bon, je sais pas comment il le dit exactement, mais comment il le dit, mais mot pour mot, François Radical, il répète ça. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu dire ça. Vous voyez, ça c'est quand ça commence à parler de Palestine, la cause palestinienne, il ressort ça comme quoi, ouais, vous voyez, ça sert à quoi? Mais écoutez cette conférence de Francis Cousin quand il a été invité chez ER, il le dit mot pour mot, en fait. Et bien sûr, il prend d'autres choses, là, la loi tendancielle des taux de profit, pareil, il répète comme Francis Cousin, mot pour mot. Donc, il y a le réveil conspirationniste, le délirant. Lui, il pense que la Terre, elle est plate. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, Gérard Fauré, lui, c'est un délirant également, qui pense que les extraterrestres existent, que les soucoupes volantes existent, que les reptiliens existent. Mais attends, le réveil conspirationniste, lui, pense que la Terre, elle est plate. C'est du même ordre. C'est un délirant. Lui, on l'entend, une fois, on l'a entendu dire, moi, j'ai 130 de QI. Allez voir ma vidéo là sur ce guignol. Que j'ai appelé Ego pas bien, conscience bien. Non, mais sans deck. Allez voir, c'est pareil. Je fais comme là ce que je fais sur ce Phénotix Evolution. Il n'y a rien qui est de lui. Rien du tout. Tout ce qu'il dit, il l'a trouvé sur Internet et encore une fois, pareil presque. Il répète mot pour mot presque. Et la Lola Crouton, on l'entendait dire, moi, je suis scientifique de profession. N'importe qui écoute, qui l'écoute, il comprend que c'est une débile. Elle osait dire sur sa chaîne, moi, je suis une scientifique de profession. En plus, comme si que quand vous avez affaire à un scientifique, il va vous dire, moi, je suis scientifique de profession. Non, il va dire, moi, je suis chercheur dans tel ou tel domaine, j'étudie ci, j'étudie ça. Il ne va jamais dire, moi, je suis scientifique de profession. Bref, c'est des délirants. C'est pas un hasard qui sont copains comme cochons, ces gens-là. Là. Ah, salut, une marche. Et voilà, c'est le même prototype de personnalité. Vous voyez, c'est du narcissisme, c'est de la perversion narcissique. Faut attaquer les autres sur Internet. Voilà, les autres, c'est pas des bons complotistes. Moi, je suis un bon complotiste. C'est exactement les mêmes genres de personnes, quoi. C'est des délirants, quoi. Mais regardez ce que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, voilà. Je voulais vous montrer pour répondre à Layler. Non, en fait, j'ai pas spécialement voulu dialoguer avec lui, quoi, en fait. Regarde. Je lui ai juste mis un commentaire, je sais pas, tout de suite, il s'est emporté, mais il n'y a pas de souci, hein, je vais pas. Regardez. Donc en fait, c'était sur sa vidéo là, l'adrénochrome, le vrai du faux. Vous voyez, lui, il a la vérité. Il a la vérité sur l'adrénochrome. Donc moi, je mets juste, voilà. Donc là, il se met à attaquer donc Gérard Fauré, Salim Laibi. Moi, je lui dis, Salim Laibi fait ça pour l'argent, d'après toi? C'est un chirurgien dentiste. Je ne pense pas qu'il ait besoin de faire tout ça pour de l'argent. Excuse-moi, mais toi, tu mettais ton PayPal sous tes vidéos et maintenant tu vends un livre sur Amazon qui n'est qu'une compilation de choses que tu vas glaner par-ci, par-là sur Internet ou dans d'autres livres. Je suis gentil avec lui, vous voyez. Tu débutes ton intervention avec cette histoire de bébé mort.
C'est horrible, bien évidemment. Qui pourra dire le contraire? Mais c'est lui-même qui en a parlé dans son premier tome. Quand on est un trafiquant de drogue, on n'a ni foi ni loi. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien évidemment que c'est mal. Je te dis juste qu'il a lui-même décrit sa vie de cocaïnomane et de vendeur de drogue. Finalement, tu veux surfer sur la vague forêt pour te faire connaître, mais tu ne comprends que ce qu'il dit, mais tu ne comprends pas, pardon, que ce qu'il dit, ça le dépasse complètement lui aussi. Bref, parce que on en avait parlé chez Los Locos. Alors lui, voilà. Bonjour Abdallah. Reprenons depuis le début. Voilà, c'est le professeur. Reprenons depuis le début. Je vais t'expliquer. Ouais, c'est un logo sur pattes, lui. Hein. Oui, Salim Laibi fait ça pour l'argent. À l'affirmative, quoi. D'accord. Salim Laibi fait ça pour l'argent. D'accord. Mais ça n'est pas un problème. Ces livres peuvent être qualitatifs. Je ne les ai pas lus. Je ne peux donc me prononcer dessus. Salim Laibi fait ça pour l'argent, mais ça n'est pas un problème. En fait, il se contredit par rapport à sa vidéo, là. Vous voyez? C'est pas ce qu'il dit dans sa vidéo. Mais ça n'est pas un problème. Ces livres peuvent être qualitatifs, ouais, mais les livres, c'est pas gratuit, surtout quand ils sont qualitatifs, en fait. C'est pas gratuit, les livres, surtout quand ils sont qualitatifs. Parce que regardez, moi, j'étais à la conférence de Salim Laibi. Donc, à Gennevilliers ou je sais plus où, là. Donc, j'ai acheté 4 livres. Ali Benzian, L'épreuve de vérité. Donc là, c'est de l'intellectualité, là. Là, c'est pas, je vais sur Wikipédia, je sais pas quoi. Là, voilà. Là, c'est un traditionnaliste qui baigne dans la philosophie. J'ai pas eu le temps de le lire, ce livre-là. J'ai hâte de le lire, hein, vraiment. Ali Benzian. J'ai hâte de le lire, ce livre, parce que là, je suis sur un autre sujet, là. Je lis énormément, là, sur tout ce qui est rhétorique, logique, argumentation, etc. Ça, parce que c'est vraiment un gros sujet, ça, en fait. Là, je suis vraiment sur ça. Et je lirai bientôt. Bientôt, là, je vais lire ça. Alors là, c'est Mehdi Belhadj Belkacem. C'est un philosophe. Donc, voilà, philosophe arabe, on pourrait dire, musulman, n'en déplaise à certains, le mausolée des intellectuels. C'est quelqu'un qui est connu. Hein. C'est quelqu'un qui a fréquenté, comment il s'appelle pas Bourdieu, merde. Un nom comme ça, mais pas Bourdieu, c'est un sociologue. Le philosophe, là, merde, j'ai plus le nom, là. Un grand philosophe français contemporain. Il le critique, justement, dans ce livre-là. Merde, j'ai pas le nom, est-ce qu'il est là? Badiou, Alain Badiou. Vous voyez, je sais pas pour ceux qui connaissent un peu. Voilà. Là, c'est de l'intellectualité, là. Là, c'est pas... vous voyez, là, il n'a pas fait des copier-coller de Wikipédia pour écrire un livre. Tu vois? Arrête tes conneries, mec. Là, c'est un livre que je voulais lire il y a longtemps. Il est assez ancien, déjà. Vous voyez, c'est le livre de Lotfi Hadjiat, Les ennemis de l'humanité. J'ai hâte de lire ce livre-là également. Ça fait longtemps que je voulais lire. Il avait fait des conférences, justement, sur des conférences que Salim Laibi avait mis sur son site, le librepenseur.org. Ça avait l'air super intéressant. Donc là, je vais le lire là prochainement. Et il y a bien évidemment le livre de Salim Laibi, La fin du monde moderne. Voilà. Bon, il est très pavé hein, quand il écrit ses livres, Salim Laibi, parce qu'il y a beaucoup de références en fait. Voilà, parce que lui, il parle de références. Écoute, là, il n'y a que ça, des références, c'est incroyable. C'est incroyable, toutes les références. Ouais, vous voyez, quand il parle, ouais, moi, c'est du solide, ouais, moi, c'est des références. Ça, c'est que des pages de références, en fait. Je ne sais pas si on voit d'ici, là. Qui sont numérotées, là. Ça, c'est que des pages de références, en fait, qui renvoient à des livres ou des articles de presse. Ça, il doit mettre ça à la fin des chapitres. Donc, à la fin du chapitre 1, C19 et médias. Donc, notes directement. Les notes sont à la fin des chapitres, si je comprends bien comment il fait son livre. Elles ne sont pas toutes à la fin.
Donc, c'est juste les notes pour le premier chapitre. Il y a 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20 pages de notes qui renvoient à des livres, des articles de presse. C'est carré, mec. C'est carré. D'accord? Te la joue pas, je sais pas quoi. T'as la vérité infuse. T'as la bonne information. Toi, tu sais la détecter, tu vois. C'est que, ouais, c'est un gros travail que je fais. Je sais pas quoi, là. Regardez, c'est que ça. OECD. Oui, c'est des sites internet officiels. CNews, un article CNews. Et un bouquin. C'est que ça, c'est carré. Le Monde, voilà. Ici, il y a la presse mainstream, vous voyez. Parce que c'est plus. Quand tu cites un article de Le Monde, bah, si c'est dans Le Monde, bah voilà, quoi. C'est carré, quoi. Un truc carrément, un site d'une industrie pharmaceutique. RTBF, la chaîne belge. Un livre, là. Qui sont Philippe Amouyel, Luc Dauchet, Gilbert Deray, etc. Le Parisien. Des tweets de je sais pas qui, Patrick Edry. La NSM, le site de la NSM, ansm.santé. Bref. Et oui, et quand t'achetais que 3 livres, je crois, par 3 livres, ils t'offraient que j'ai déjà lu sur Internet en version numérique. Simone Veil, note sur la suppression générale des partis politiques. Mais très belle édition. Franchement, ils sont bien faits, ces livres. Vous voyez, bah, bien sûr qu'il va les vendre, ces livres. Il y a un travail, il faut payer, il faut rémunérer les gens. Qu'est-ce que tu reproches aux gens, toi? Très, très bien fait. Très bien fait. Franchement, excellent. Très bien fait. Avec une préface, vous voyez. C'est pas juste une petite préface. Donc, bref, on va voir ce qu'il dit. Comme ça, on s'en fout. Hein. Juste parce que c'est drôle quand même. Donc voilà, Salim Laibi, mais ça n'est pas un problème. Ces livres peuvent être qualitatifs. Je ne les ai pas lus. Je ne peux donc me prononcer dessus. Bah écoute, ferme ta gueule, non? Ferme ta gueule. Oui, Salim fait ça pour l'argent. Mais tu crois que c'est gratuit de faire des livres comme ça? Tu crois que c'est du copier-coller, hop, je balance ça sur Amazon et il imprime quand il y a quelqu'un qui clique, qui l'achète? C'est pas ça. C'est pas ça quand t'es. C'est connu, en plus, apparemment, c'est connu. La maison d'édition de Salim Laibi ne lui rapporte pas d'argent. Il fait ça pour le plaisir, carrément. C'est connu, apparemment. Ça ne lui rapporte pas d'argent. Bref. Par contre, quand il invite un imposteur à une conférence avec lui, là, c'est problématique. Pour ce qui est de mes contenus, dans aucune de mes vidéos, j'ai appelé au don. Sur mon ancienne chaîne, il fallait aller dans le à propos pour voir le moyen de don. Je n'en ai jamais parlé en vidéo. Déjà, j'en doute. J'en doute. C'est lui qui nous dit ça, quoi. Si tu l'as mis sur ton à propos, bah écoute, c'est que tu l'as mis, non? C'est que tu demandes des dons, non? Vous êtes de mauvaise foi. Quant au livre sur Amazon, il n'y a zéro bénéfice. Il fait 600 pages et est à 13,80 €. Je l'offre gratuitement sur des Discord et également par mail. Mais l'offre pas ton livre. Juste dis que tu es parti pomper sur Wikipédia, quoi. Renvoie les gens directement, quoi, aux articles de Wikipédia, quoi. Donc tu peux pleurer sur ça. Je pleure sur quoi? J'en ai à foutre de ton livre. Quand je vais pleurer parce que tu as écrit un livre. Bref, on comprend pas. Et ta mauvaise foi, voyez? Voyez? Tout de suite, quoi.
Mauvaise foi, moi. C'est un mythomane. C'est lui qui ment. Inversion accusatoire, donc. Te trahit et ta mauvaise foi te trahit à nouveau. Ah ouais, d'accord, je suis... Ah ouais. Qu'est-ce qui ressort d'un blog et ta mauvaise foi te trahit à nouveau? Qu'est-ce qui ressort d'un blog dans le livre? Donne-moi des passages. Ben voilà. Tu as donné des passages. Là, c'est pas un blog, c'est Wikipédia. Donc, on t'a démasqué. Car tout ce qui s'y trouve est sourcé avec des références à des articles de journaux, des passages de livres sérieux, des analyses étayées. Des analyses étayées. Et des analyses étayées des copier-coller de Wikipédia, tu veux dire. Quelle analyse? Parce que vous voyez, c'est ça son mot, lui. Analyse, mes analyses. Quelle analyse? C'est du. Il a copié-collé Wikipédia. Trois petits points, avec un ajout de réflexion. Bref, avant de te prononcer sur ce que tu n'as pas consulté, tu ferais bien de réfléchir. Ah, merci pour le conseil. J'attends tes exemples pour l'ouvrage Nom de code Nouvel Ordre Mondial. Bah voilà, on vient de t'en donner. T'as copié-collé Wikipédia, sombre débile mental, espèce de mythomane que tu es. Et tu crois que t'es indie? J'ai jamais cité indie. C'est vraiment c'est quelqu'un, je crois, que j'ai jamais cité. Jamais cité indie. Vous voyez, comme quoi, indie, laibi. Vous voyez, comme quoi, moi, je suis musulman et donc forcément, je cite que des musulmans en fait. Parce qu'on va voir quelque chose avec ce personnage-là. On va voir quelque chose. Il y a une islamophobie latente quand même. Hein. Ou autres ne reprennent pas les travaux des autres, tu te trompes. Pour rester sur des faits concrets, tu es obligé de t'appuyer d'articles de presse dans... Ouais, mais ça c'est... En quoi est-ce que j'ai dit le contraire en fait? Bref, on voit que on a affaire à quelqu'un de crétin et de menteur. Et vous voyez, quelqu'un qui supporte pas la critique, quoi. Mais bref. Ta morale, tu pourras en faire quand tu seras irréprochable. J'ai rien à me reprocher, moi, mon gars. J'ai rien à me reprocher, moi. Ou que tu auras au moins consulté ce que tu souhaites diffamer. On vient de consulter, oui, en effet. Tu as copié-collé Wikipédia. Je débute mon direct comme je le souhaite. Je ne suis pas à ton domicile. Tu n'es pas maître des lieux. Ok, ouais, si tu veux. Ensuite, oui, donner du crédit à une ordure qui ne déclare rien de nouveau et qui a utilisé des bébés morts pour passer de la cocaïne ne mérite pas un éloge. À quel moment on a fait l'éloge de Gérard Fauré, quoi. On s'intéresse juste à ses propos, quoi. Donne-moi un exemple, une révélation qu'il a fait qui n'était pas d'ordre public. Merci de ton message, à la limite de la victimisation. Ah ouais, tout de suite. Ça, ça, c'est un peu à connotation islamophobe, en fait. Vous voyez, le côté genre, t'es musulman, on vit une époque où vous voyez, l'islamophobie, c'est l'air du temps. Et comme l'islamophobie, c'est l'air du temps, en fait, je me victimise. Je suis tout en train de dire islamophobe, islamophobie. Rarement, en ce qui me concerne. Hein. Quand il faut, quoi. Je veux dire, quand j'ai affaire à un islamophobe, à des idées islamophobes, je le dis, mais je me victimise pas, quoi. Tu ne fais rien avancer. Ouais, ok, vas-y. Écoute. Il dit ça, il m'écoute, hein. Il suit mes vidéos, lui. Hein. Bon, bref, là, je sais plus, j'ai fait une réponse un peu pour le taquiner. Bref, bref, je lui dis que je me victimise pas et je prends la vie comme elle vient. Bref, je me vante un peu là, physiquement, quoi, par rapport à un mec, un rouquin, un petit rouquin avec une tête de ouf, ouais. Et voilà. Et, en quoi je suis de mauvaise foi et que je me victimise. Là, en fait, il l'a supprimé ce commentaire-là. Il l'a supprimé. En fait, là, je le vois moi, mais en fait, il l'a supprimé sur sa chaîne. Il l'a masqué, vous voyez. Ça fait qu'en fait, je vois qu'il fait ça il fait ça avec un peu tout le monde. C'est-à-dire que vous lui mettez un message, vous lui faites une critique, il vous répond, et votre réponse à sa réponse, il la masque. Genre comme quoi, waouh, en fait, c'est un logos sur pattes, on n'a pas su quoi répondre, en fait. Vous voyez, c'est un manipulateur, quoi. Et bref, en gros, je lui dis, voilà, je lui dis que son travail, bah, c'est ce que je pensais au départ, c'est-à-dire c'est une succession d'informations qu'il va piocher à droite, à gauche sur le net. Bon, là, c'est clair qu'il n'y a pas de réflexion, mais bon, comme je viens de le démontrer, on est même encore loin de ça, quoi. Il est dans le copier-coller, le mec, quoi.
Et après, bien sûr que tout le monde cite des auteurs. Quand on veut parler de Platon ou bien de Guénon, il faut bien les citer. Mais derrière, c'est pour élaborer un discours, une réflexion, ce que tu ne fais pas. Et là, je lui dis, parce que c'était la veille, j'étais sur Los Locos, on avait fait un live où on avait parlé du cas Gérard Fauré, pas de Gérard Fauré en soi. Vous voyez, Gérard Fauré, comme je le disais, on s'en fout de Gérard Fauré. C'est le cas Gérard Fauré il y a comme un mystère qui plane autour de ce personnage. Pourquoi on l'invite partout, quoi? Vous voyez? Et comme je lui dis, voilà. Donc, l'émission de Cherayad, ce qu'on en a dit, bah oui, bah, c'est infiniment plus subtil que les conneries que tu racontes, quoi. Adrénochrome, le vrai du faux. Bref. Toi, tu dis ça, une marche inéluctable. J'aime bien tes vidéos, je crois. J'ai déjà eu. T'as déjà commenté sur ma chaîne. J'ai déjà parti voir tes lives. Je sais pas si c'est toi, peut-être que t'as changé de chaîne. Tu fais des lives où tu marches à la lisière d'une forêt, non? C'est toi, non? Et pourquoi tu t'aimes pas Los Locos? Pourquoi tu dis c'est un vrai taré? Moi, je sais pas, non, moi j'aime bien les lives de Los Locos. Bref. Bref. Mais ce qui est drôle, c'est quoi là? Il parle d'escroc intellectuel. Il qualifie Gérard Fauré d'escroc intellectuel. À quel moment Gérard Fauré s'est présenté comme un intellectuel? À quel moment? En revanche, lui, on va pas le qualifier d'escroc intellectuel. Parce que, vous voyez, intellectuel, ça, c'est trop pour lui, quoi. D'escroc tout court, quoi. Mais à quel moment Gérard Fauré s'est dit être un intellectuel? Et comme c'est la première fois que j'ai parlé, il me semble, de Gérard Fauré sur ma chaîne, j'ai lu l'introduction de son premier tome. Et en fait, la maison d'édition lui a imposé, vous voyez, un écrivain, quoi, en fait. C'est qu'il discute avec l'écrivain et l'écrivain, ensuite, c'est lui qui écrit. C'est comme ça, forcément. Une maison d'édition, elle va pas donner carte blanche à quelqu'un qui a jamais écrit de livre et qui plus est, n'est pas écrivain de métier. Donc forcément, si tu as un témoignage, tu as une chose à dire qui est publiable, je dirais qu'on te met sur le dos un écrivain, ouais, de seconde zone, quoi, qui écrit pour toi. C'est comme ça que ça marche, en fait, dans le monde de l'édition. C'est comme ça que ça marche. Donc, on lui a mis quelqu'un sur le dos. Et moi, c'est ce que j'avais remarqué. J'ai dit comme ça. J'ai dit, l'introduction, ça se voit, c'est Gérard Fauré, c'est juste 2 pages. Bon, quand on n'a pas beaucoup à écrire, 2 pages, voilà, c'est 2 pages seulement. Et je trouve que c'était beaucoup mieux écrit que que l'écrivain là, de cette maison d'édition, que la suite, quoi, en fait. La suite, si on voit, c'est un écrivain à 2 balles, quoi. C'est très mauvais, quoi. Mais on sent direct le changement de style, de prose, si on peut appeler ça style. Mais si, il y a un style quand même. Moi, pour moi, dans les 2 premières pages, où je suis persuadé, comme je l'avais dit, que c'est de la plume de Gérard Fauré, et après, on lui a laissé juste les 2 premières pages, vous voyez? Et après, c'est l'écrivain de la maison d'édition qui prend le relais, vous voyez? Mais les 2 premières pages, je trouve que c'est infiniment mieux écrit que la suite. Vous voyez? On voit tout de suite qu'il sait de quoi il parle. On voit le vécu dans ces 2 premières pages. On voit l'ancien, le mec qui, voilà, qui présente la chose et qui dit, voilà, là, c'est ma vie. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, on sent le réalisme, en fait, comme j'avais dit. Bref. En tout cas, allez, on va mettre un extrait de. Alors, une marche inéluctable, c'est toi qui fais des lives, tu marches à la lisière d'une forêt? C'est toi? Si tu es encore là? J'aime bien tes lives, hein, j'ai déjà écouté.
Regardez, on va écouter juste un petit passage là d'un de ses lives. Donc voilà, il est dans le clash, il parle des uns et des autres. Voilà, regardez. Là, je vais être vulgaire. Lui, c'est une petite pute. C'est une petite pute. Pourquoi c'est une petite pute? Donc, pour les raisons que j'expliquais tantôt, il le dit dans son live. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais même plus comment il s'appelle. C'est des gens que je ne suis même pas. Donc là, il fait une vidéo sur lui. Juste une mise au point. Ah oui, il parle de Alix Emmanuel Chaumont. Je crois que c'est Alixator. Donc, quelqu'un que j'ai jamais écouté. Comme beaucoup d'ailleurs. Et en fait, à un moment, il révèle sa méthode presque. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? En fait, il se trahit, ce crétin. Il dit, quand je participe à un live, tout de suite, je récupère l'URL. Vous voyez le réflexe qu'il a, le type? Peu importe le live auquel il participe, il prend l'URL. Il doit avoir un fichier, un document Word où il met où il copie-colle tous les URL des lives auxquels il a participé. Pourquoi il fait ça? Parce qu'après, si la personne met la vidéo en privé, il a l'URL. Et au jour où il s'embrouille avec cette personne, avec qui c'est lui qui rentre en relation avec cette personne, il monte sur ses lives, mais le jour où il s'embrouille, après, il signale la vidéo à YouTube pour que le type ait des avertissements. Alors même que la vidéo est passée en privé, elle est même plus accessible. Donc lui, il ressort l'URL et il dit, mais il fait pas ça sur le coup. Il attend que ça rentre en embrouille, quoi. Et le jour où tu t'embrouilles avec lui, s'il est monté dans ton live, et si on va dire, vous voyez, il doit tout noter, quoi. Donc, à tel moment, il y a ça qui a été dit, tel intervenant a dû dire ça, qui ne rentre pas avec, n'est pas en concordance avec la charte YouTube. Et donc, même si ton live, tu l'as mis en privé, il peut te mettre un avertissement. Il le dit dans son truc là. Mais vous voyez le type que c'est. C'est-à-dire que le type, il a le réflexe, quand il monte sur un live, de prendre l'URL. Mais qui fait ça en fait? Tu montes sur un live, c'est pour t'exprimer, pour t'exprimer sur tel ou tel sujet. Vous voyez, lui, il pense à ça, quoi. Bref, c'est incroyable, incroyable. Mais regardez, écoutez ce qu'il dit là. Je mets DCL, j'ai rien trouvé. J'ai mis après Seg, Yel ou Eil, salut. Et là, j'ai trouvé, oui, en effet, que c'est lié au nazisme. Et d'ailleurs, dans sa vidéo, lui, il met ici, regardez. Heil Führer ou Seg, etc. été adopté dans les années 30 par le parti. Je sais pas qui c'est ce Alixator, comme j'ai dit, j'ai jamais écouté. Je suis pas en train de défendre Alixator, je sais pas, peut-être c'est un nazi, sûrement, même, je sais pas, peu importe. Bref. C'est la suite, quoi, en fait. Nazi. Et donc, il nous dit, alors je vais pas vous mettre la vidéo parce que moi je suis intelligent, je vais pas m'amuser à mettre des trucs qui pourraient distraquer sur ma chaîne. Donc, en gros, il dit qu'il a fait des saluts, soi-disant pour infiltrer ces néo-nazis. Autre chose encore, donc là, les droits d'auteur, on reviendra dessus après, au besoin, mais en tout cas, il y a des procédures qui sont entamées. On a vu par rapport aux droits dans les articles de loi française, mais pas seulement. Vous avez aussi la loi RGPD européenne qui s'applique à toutes ces plateformes. Donc, ce type-là, qui soi-disant connaît la loi, va vite déchanter. Pour ceux qui me découvrent, donc n'hésitez pas à vous faire votre propre opinion, encore une fois, ne soyez pas des suiveurs de ce que je dis, ne soyez pas des suiveurs de ce qu'il peut dire, soyez aussi dans la bienveillance, comme je le mets. D'ailleurs, ces types qui, à longueur de temps, disent oui, ce qu'il fait, nom de code nouvel ordre mondial, c'est seulement une analyse de texte, rien de plus, ils ne vous ont rien produit de tout ça. Et que quand ils font des vidéos, eux, ils sont dans quoi? Dans l'analyse d'articles de journaux, de piètre qualité d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent faire des reproches sur ça? Autre chose, ces types, ils ne m'ont jamais contacté pour obtenir le livre et il n'y a pas d'intérêt financier. Je le propose gratuitement par mail et sur Amazon, il est au prix minimum, ce qui fait que je n'ai pas de bénéfice. Donc, il n'y a aucun reversement d'argent. Mais sombre débile, dis-leur que c'est Wikipédia directement. Dis-leur que c'est Wikipédia. Mais regardez ce type-là, là. Il est souvent à dénoncer les racistes sur Internet, les racistes, les nazis.
Bah oui, après, c'est une bonne chose, vous voyez. Oui, il faut. Les racistes, les nazis, il faut les dénoncer, bien évidemment. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué. Et là, je m'adresse aux musulmans qui suivent là, ces gens-là. Là. Vous n'avez jamais remarqué quand qu'ils dénoncent donc les racistes, mais en revanche, les islamophobes, ça ne le dérange pas. Vous voyez la chose. Faites attention à qui vous écoutez. Parce que lui, c'est pareil, c'est extrême droite, hein, en vérité. Hein. Extrême droite, pour lui, l'islamophobie, c'est rien, il n'y a pas de souci. Il est là, il va avoir pas parfois des positions sionistes, tout en se disant être dénoncer l'Empire américain, le nouvel ordre mondial. Il fait des raps là, vous voyez. Yo, le nouvel ordre mondial, pas bien, je sais pas quoi là. Après, bon, il est jeune, ouais. On va lui accorder ça, quoi. Donc, il dénonce l'Empire américain, donc les atlanto-sionistes, mais en même temps, avoir des positions sionistes. Et l'islamophobie, non, ça n'existe pas, quoi, en fait. Je dénonce les racismes, mais pas l'islamophobie, en fait. Faites attention à qui vous écoutez. Faites attention. Ça, c'est pas. Ça, c'est. Comment dire? Ça, c'est. C'est une entourloupe, ça. Ça, c'est une entourloupe, ça. Faut comprendre ça. Ça, c'est une entourloupe. Quand tu dénonces le racisme, dénonce tous les racismes. Oui, c'est sélectif, quoi. À vous de voir. À vous de voir après. Moi, je vous dis, faites attention. Faites attention à ces gens-là parce qu'en fait, il y a quelque chose de subliminal. C'est-à-dire que je parle de racisme, je dénonce les racistes, tout ça, mais je parle pas d'islamophobie. C'est comme si ça n'existait pas, en fait, l'islamophobie. J'en parle pas. Ça, c'est un côté subliminal. Vous voyez, ça. C'est c'est vicieux. Faut pas croire. Ça, c'est vicieux, ça. C'est quoi? Il n'y a pas de bénéfice. 601 pages pour 13 euros et quelques. Je l'ai augmenté au fur et à mesure, j'augmente un peu, je reviens. Et là, par exemple, sur l'agro-industrie, je le modifie de retrouver exactement les mêmes passages ou les mêmes façons d'analyse dans d'autres livres ou dans d'autres vidéos. Je l'invite. Parce qu'encore une fois, ça, par exemple, je l'ai augmenté hier. Et il y a d'autres éléments dans le livre qui se trouvent, qui sont ma propre personne, que ce soit. Alors, pour introduire un sujet, par exemple, de l'instruction à l'enseignement. Et c'est troisième édition augmentée. Augmentée de copier-coller encore. Vous voyez, il rajoute des copier-coller à des copier-coller. Je reprends des faits, donc là je ne vais pas les reformuler, je reprends des faits sur l'instruction de Jules Ferry, comment l'école était avant, et puis après j'y ajoute l'éducation, et là j'y ajoute ma plume en disant, regardez, aujourd'hui on a par exemple en France des universités, des lycées, etc., des cours qui sont vraiment axés sur le commerce. C'est-à-dire qu'ils sont en train de développer des requins qui sont sans âme et qui pensent uniquement à obtenir de l'argent en vendant des produits à des personnes qui n'en ont pas forcément besoin, en forçant la main de certaines personnes à faire des crédits ou ce genre de choses. Donc ça, je le dénonce dans le livre, je dénonce bien d'autres choses encore. Tout est bien structuré, tout a un sens. Oui, il y a des parties qui sont reprises parce qu'on ne peut pas changer les faits et qu'il ne sert à rien de juste modifier un ou deux verbes ou un ou deux adverbes pour dire, tiens, regarde, c'est moi qui l'ai fait. Okay, premièrement. Deuxièmement, par exemple, là, sur ce passage, je reviens bien sur... Donc là, rien que par ce passage, vous avez... Vous voyez le mythomane. Ouais, certains passages, bah, c'est comme ça, tu peux pas les modifier. C'est des citations que tu peux pas modifier. Vous voyez? Mais quand c'est un livre, c'est un livre. C'est toi qui l'écris. Sinon, c'est de la paraphrase. Vous voyez? Pour un lycéen, un collégien, un étudiant, c'est zéro, t'as paraphrasé si tu te fais cramer. Et un livre, si t'as publié un livre où tu reprends des passages mot pour mot d'une autre œuvre, c'est une amende. C'est de la paraphrase. Vous voyez? Donc voilà, là, il fait comme quoi, oui, certains passages, bah, tu peux pas les modifier. C'est pas certains passages, c'est tout. Tu as tout repris mot pour mot. Bref. Trois livres qui m'ont inspiré. Un livre sur l'économie, dont la vidéo je vous avais parlé sur l'économie, un livre sur l'agroalimentaire et un autre sur les enclosures des terrains, donc de Jérémy Rifkin.
Tout ceci, je propose ma propre analyse en disant qu'on est passé d'une production communautaire, celle des agriculteurs de l'époque, avec les terres en jachère, le côté du pâturage, à une production de masse. Donc là, c'est les rendements finalement qui sont devenus prioritaires. J'associe ces rendements, pour ma part, à un fait historique, 1635, 36, 37, le marché des tulipes, qui va transformer le marché des produits physiques, les bulbes, limités en période de commerce, à les rendements finalement qui sont devenus prioritaires. J'associe ces rendements, pour le passage, je reviens bien sûr. Donc là, rien que par ce passage, vous êtes sur les enclosures des terrains, donc de Jérémy Rifkin. Tout ceci, je propose ma propre analyse en disant qu'on est passé d'une production communautaire, celle des agriculteurs de l'époque, avec les terres en jachère, le côté du pâturage, à une production de masse. Donc là, c'est les rendements finalement qui sont devenus prioritaires. J'associe ces rendements, pour ma part, à un fait historique, 1635, 36, 37, le marché des tulipes, qui va transformer le marché des produits physiques, les bulbes, limités en période de commerce, à un marché financier ouvert toute l'année, comme c'est le cas aujourd'hui. Il n'y a plus de saison pour les produits, les fruits, les légumes. Donc là, moi, je connais le sujet, vu que j'ai une culture économique. Donc là, il parle des Enclosure Act. C'est quoi, en fait? C'est l'établissement de la propriété privée exclusive en Angleterre. Quel rapport avec cette crise spéculative là sur les bulbes de tulipes en Hollande, un siècle auparavant peut-être? Quel rapport en fait? Je sais pas, je comprends pas. Qui l'explique. Et également, je mets qu'à l'époque, ils sont passés de l'achat des bulbes à l'unité à l'achat au poids. Et donc, on n'achetait plus les fruits et les légumes, etc. par la suite à l'unité, mais bien au poids. Et qu'à partir du moment... C'est son analyse. Donc avant, en fait, on achetait les légumes... comment il dit là? Ouais, c'est... Avant, c'était... Tu pesais pas, quoi, en fait. Avant, t'achetais à l'unité, quoi. Je veux 3 pommes, 2 oranges. La balance, ça existe, hein, ça existe depuis 3000 ans, les balances. Hein. Je sais pas ce qu'il raconte, en fait. C'est très étrange. Hein. Là, on voit que quand c'est lui qui veut faire son analyse, soi-disant, on voit que le type, mais il raconte n'importe quoi. Il fait le lien entre la... Et je tiens à le dire, hein, cette crise spéculative là sur les bulbes de tulipes, en fait, c'est très exagéré. Hein. On dit que c'est le premier cas de crise spéculative. En fait, c'est très exagéré, en fait. Apparemment, c'est pas du tout ce qu'on nous en dit. Et quel rapport avec les rendements en agriculture et tout ça, quoi. Quel rapport, en fait? Là, c'est pas un denrée alimentaire, la tulipe. C'est juste une folie. C'est un cas d'école, quoi, en fait. Donc, c'est pour dire que la spéculation, en fait, c'est de l'ordre de l'irrationnel, quoi. Ils ont spéculé sur quelque chose qui, bon, bah, c'est peut-être joli, une tulipe, mais ça n'a pas grand intérêt, quoi. Voilà, donc il y a plusieurs espèces de tulipes, il y en a qui étaient plus demandées que d'autres, et donc il y en a, et donc il y en a qui étaient plus rares que d'autres, donc celles-ci ont le prix, comme elles étaient très demandées, elles étaient plus rares, le prix est devenu élevé, etc., etc. Il y a une bulle qui s'est formée. Bon, à ce qui paraît, c'est pas ce qu'on nous en dit, c'est très exagéré comme histoire. Mais quel rapport avec l'agriculture, les Enclosure Act, les rendements? Je comprends pas trop, quoi, en fait. Mais il n'y a rien à comprendre, c'est des conneries, quoi. C'est une analyse à 2 balles. Ça veut rien dire ce qu'il raconte. Parce que c'est quoi les Enclosure Act? C'est en fait l'établissement de la propriété privée exclusive en Angleterre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant, il y avait... c'est le capitalisme qui est comme ça. Le capitalisme, il y a un mouvement de concentration. C'est comme avant la crise, le crack de 1929. Aux États-Unis, il y avait des milliers de banques différentes. Il y avait des milliers de banques régionales, en fait.
le krach boursier a provoqué la faillite de 3000 banques aux États-Unis en 1920, entre 1929 et 1900, je sais pas, 31, 32. Vous imaginez? 3000 banques ont fait faillite en 1929 aux États-Unis. C'est des petites banques régionales qui ont été absorbées par les autres grosses banques. C'est ça, le capitalisme, c'est un système comment on dit ça? C'est la concentration, quoi. On tend vers le monopole, le duopole. Vous voyez, comme Pepsi et Coca-Cola. Vous voyez, c'est des grands groupes, quoi, en fait. Tous les petits se font absorber. C'est le capitalisme, c'est comme ça. Et ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est que les Enclosure Act, ça marque le début du capitalisme. Donc, c'est le début de, comment dire, c'est le début de la propriété privée exclusive. Et donc, il y a eu, donc c'est une loi qui est passée. Donc, voilà. Donc, avant, en fait, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas vraiment de séparation entre les différents terrains agricoles. Et il y avait de nombreux petits propriétaires, des petits paysans, ils avaient leurs petits lopins. Et même en vérité, comment dire, c'était plus facile de mettre, comme il dit là, il a raison, mais c'est pas son analyse, c'est connu. Tu tapes Enclosure Act, tu vas tomber sur un article de Wikipédia. Vous voyez, on ne crache pas sur Wikipédia, parfois c'est très bien. Wikipédia, en plus, c'est exhaustif et ça renvoie à des références. Et donc, donc avant, les paysans étaient voilà, propriétaires de leur propre terre et en vérité, ils mettaient ça en commun, quoi, en fait. Et leur travail, quoi. Leur travail, ils mettaient ça en commun. Il y avait la jachère, donc on laissait reposer la terre, on faisait pas n'importe quoi. Alors que, voilà, donc quand quand il y a, donc ces Enclosure Acts sont passés, donc c'est l'établissement, comme je disais, donc de la propriété privée exclusive. Et en fait, tout ça, ça a été racheté par les grands propriétaires, par les riches, quoi, en fait. Vous voyez? Donc il y a eu même, c'est une entourloupe, quoi, en fait. Et en fait, c'était pour provoquer quoi? C'est connu, c'était pour provoquer quoi? C'était pour provoquer une exode rurale. Donc, les paysans dépossédés n'ont pas eu le choix pour se nourrir, pour continuer à gagner leur pitance, que de se rendre dans les villes. Et c'est devenu des prolétaires. C'est devenu des ouvriers. Ouais, c'est le début de l'industrie et c'est le début du capitalisme. Et ce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a pas de culture économique, parce qu'il n'a pas étudié le sujet, encore une fois, vous voyez, c'est juste, il fait des vidéos, il nomme, je ne sais pas comment, économie, je ne sais pas quoi, finance, mais en vrai, il ne connaît rien du tout. En fait, il faut s'intéresser aux corn laws, les lois du blé, les lois sur le blé. Et c'était le premier débat, on pourrait dire, qui opposait protectionnistes et libéraux. Libéraux, donc partisans du libre-échange, donc de l'ouverture des frontières au commerce international. C'est mouvement donc incarné par David Ricardo, le célèbre économiste britannique, dont Karl Marx a repris les travaux en vérité. En fait, Karl Marx, il pompe sur David Ricardo. Par exemple, même sa loi, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, en fait, il reprend une thèse de Ricardo. Je crois que c'est la loi des rendements décroissants. Ouais, c'est un peu pompé, quoi. Il reprend, quoi. Et en fait, c'est quoi? C'est Corn Laws qui fait suite à ces Enclosure Act. Donc là, les ouvriers sont les paysans là sont déjà constitués cette classe laborieuse ouvrière dans les villes, qui s'entassent dans les villes, dans les ghettos urbains. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait passer une loi. Donc c'est Corn Laws pour faire baisser le prix du blé. Parce que, en fait, ils l'ont interdit, je veux dire, ils l'ont enlevé, cette loi-là. En fait, cette loi-là, elle protégeait les propriétaires et les grands propriétaires terriens anglais.
en limitant l'importation de blé pour que le prix du blé reste élevé, quoi, en fait. Et pour que ces propriétaires terriens, là, qui déjà ont raflé toutes les terres, vous voyez, pour que leur blé reste, le prix de leur blé reste à un niveau intéressant pour eux, quoi. Vous voyez? Mais ça n'arrange pas les libéraux. Les libéraux, les partisans du libre-échange. Pourquoi? Parce que et les industriels. Mais eux représentent le capitalisme, les industriels. Alors que les Corn Laws servaient en fait les nobles, les propriétaires terriens. Les mecs, on va dire, un peu plus à l'ancienne. Bon, qui sont des enfoirés aussi, hein, bien évidemment. Mais donc là, c'est les libéraux, là, on serve les industriels. Pourquoi? Parce que le salaire, c'est le salaire de subsistance. Vous voyez, c'est là qu'on voit qu'en fait, Karl Marx, il reprend à la suite de David Ricardo, en fait. Parce que eux, ils disent que, comment dire, la part déterminante du salaire d'un ouvrier, une bonne part de son salaire, c'est pour acheter du pain. Vous voyez? Donc, plus le prix du blé est bas, plus les industriels, les capitalistes pourront reverser de bas salaires. Vous voyez? Parce que si le prix du blé est trop élevé, les salaires forcément devront être élevés parce que sinon, en fait, les ouvriers ne mangeront pas à leur faim et ne pourront pas reproduire leur force de travail pour continuer à charbonner dans ces industries. Vous voyez la chose? Donc, en fait, le salaire est fonction du prix du blé. Donc, c'est pour ça qu'il faut ouvrir les frontières, importer du blé français, polonais, russe, pour faire baisser les prix du blé, parce qu'après, les producteurs britanniques, bah forcément, ils devront suivre, quoi, vous voyez. Donc, il faut importer du blé bon marché pour que le prix pour que l'offre augmente déjà, vous voyez. Donc déjà, l'offre, elle va augmenter. Donc le prix va baisser. Et en plus, c'est du blé bon marché, quoi. Il est beaucoup moins cher que le blé britannique. Donc forcément, le prix du blé va baisser. Et donc, les industriels, les capitalistes pourront verser de bas salaires aux ouvriers et salaires avec lesquels ils vont pouvoir acheter du blé et reproduire leur force de travail pour développer l'industrie britannique naissante. Voilà, en gros, c'est ça le débat. Donc, en fait, il n'a pas de culture économique. Donc, voilà. Donc, pour faire rapide, en fait, pour les courants économiques, c'est quoi? C'est mercantiliste. Là, c'est quoi? On pourrait dire, c'est les empires maritimes espagnols, par exemple. Là, c'est mercantiliste. Eux, faut faire rentrer un maximum d'or et d'argent dans le royaume. Après, c'est François Quesnay, les Turgot, là, c'est les physiocrates. Après, c'est Adam Smith, John Stuart Mill, c'est le libéralisme. On les appelle les classiques. Après les classiques, c'est les néoclassiques, qui fait suite à la révolution marginaliste. Donc là, c'est l'introduction systématique des mathématiques en économie. C'est Walras, Léon Walras, le franco-suisse, là, qui a vraiment systématisé en fait l'utilisation, qui a généralisé l'utilisation des mathématiques en sciences économiques. Donc les néoclassiques, c'est donc voilà, Léon Walras, Jevons, un Autrichien, je sais plus qui. L'Autrichien, lui, apparemment, non, c'était l'opposé de Walras. Lui, il n'était pas pour la systématisation. Vous voyez, après, il y a différents points de vue. Après, c'est le keynésianisme. Et après, c'est Milton Friedman et le monétarisme. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, tu veux étudier la question, tu veux comprendre un peu plus, tu iras voir ça et tu iras voir les Corn Laws. Donc, ça s'appelle Histoire des faits économiques
histoire de les différents débats en sciences économiques. Donc là, comme le débat là, par rapport à l'abolition des Corn Laws. Donc, c'est ce débat protectionnisme versus libre-échange, donc libéralisme, tout ça. Donc, c'est un vieux débat, quoi. Ça a commencé là, ça existe toujours, en fait. Vous voyez, comme ça a été un peu relancé par Trump, en fait. Bref. Donc, je ne vois pas le lien qu'il fait, là. Je n'ai pas compris, quoi. Je n'ai pas compris le lien entre les Enclosure Act et cette crise spéculative là, liée aux tulipes en Hollande. Aucun rapport, quoi. On t'achète au poids, tu as tout l'ordre commerçant, tout l'ordre marchand qui suit. Donc ça, ces gens-là qui sont soi-disant hyper intelligents, hyper capables de structurer des propos, je les attends sur des choses comme ça. Parce qu'ils sont bons à, pas à diffamer, parce que c'est différent, mais en gros à se moquer. Ils sont dans la moquerie alors qu'ils sont dans l'incapacité de produire un tel travail. Autre chose, je mets la liberté, soi-disant cette fausse liberté, ce schéma qui s'est répété, hein, comme le capitalisme n'a pas libéré les terres avec l'enclosure des terrains, au contraire, c'est les riches qui sont accaparés les terres, qui nous ont déchus de nos droits les plus ancestraux, de nos droits qui préexistaient avant même les générations de nos grands-pères, arrière-grands-pères, etc., bien au-delà de ça. Là, on remonte des centaines d'années en arrière, où les terres, finalement, on avait un bien commun et on avait un intérêt à faire collectivité. D'accord, on avait intérêt à faire du collectif, travailler ensemble, semer ensemble, récolter ensemble et compagnie. Aujourd'hui, on est rentré dans une société, donc une civilisation dite cité pour les îles, soi-disant pour un bien commun, alors qu'en réalité, on est toujours plus dans l'individualisme. Cet individualisme qui aujourd'hui existe encore, en tout cas qui n'est pas assez accentué, enfin, qui est limité plutôt, devrais-je dire, par rapport au fait qu'on ait des systèmes de retraite, des systèmes d'assurance maladie en commun. Mais le jour où ceci va disparaître et va être privatisé, comme c'est l'objectif avec l'endettement de nos pays, et que ça va donc passer entre les mains de sociétés privées, de riches familles qui sont dans le domaine privé, là, il n'y aura plus la solidarité, ça sera la loi de tous contre tous. C'est pour ça que moi, je ne suis pas dans la loi de tous contre tous. Je suis dans la loi de on doit avancer ensemble, sauf avec des racistes, des fascistes et compagnie, des nazis, et de radicaliser, qui sont prêts limite à prendre des armes, à les tuer tout le monde, enfin du moins tous ceux qui sont contre leurs idées, mais par contre, il y a d'autres personnes avec qui, oui, je pourrais en effet faire un travail commun. Si vraiment ils se remettaient à un sérieux, pourquoi pas par la suite un travail commun, un partage, encore une fois, jamais sans demander des finances, ce n'est pas mon intérêt. Pour revenir à ça, donc je dis, le capitalisme, par l'enclosure, n'a pas libéré les terres, les mouvements féministes n'ont pas libéré les femmes, au contraire, ils les ont asservis aux industries. Du fait qu'elles soient rentrées sur le marché, il y a eu plus de personnes employables, plus d'employabilité. Les patrons ont eu un pouvoir plus important sur les salariés qui ne pouvaient plus se permettre de faire grève et d'obtenir des récompenses, d'obtenir un peu plus d'argent, des jours de congé ou ce genre de choses, parce que du coup, il y avait plus de personnes. Ah oui, là, c'est vrai que c'est une analyse très personnelle. Hein. Ouais, ça, c'est très personnel. Hein. C'est lui qui a trouvé ça, quoi. Bref, c'est des généralités, des banalités. On voit ça partout. Salut, Amy Tromé. Et bref, voilà, c'est un bidon, quoi. C'est vraiment... Voilà, c'est un gueux. C'est un gueux 2.0 qui va se faire passer pour un grand intellectuel. Honnêtement, redescends. Redescends, franchement, tu peux que y gagner, en fait. Détruis cet ego, là, qui est en toi, là. Ça peut être que bénéfique pour toi, je te le dis. Parce que là, c'est... excuse-moi, mais là, tu t'affiches, quoi, en fait. Tu t'affiches, quoi. C'est niveau zéro de la pensée, ce que tu fais. C'est de la merde. Et en plus, t'es un monsieur copier-coller. Voilà, monsieur copier-coller de chez Wikipédia. Donc, c'est bon. Voilà, en tout cas, il n'y a pas eu d'attaque à Dominem. C'est juste un petit truc, là. On va mettre juste un truc chelou, quoi. Parce que t'es un peu bizarre, quand même. Hein. Faut pas te... Voilà, moi, je suis pas dans l'attaque à Dominem, voilà. Juste... Voilà, j'ai ciblé tes propos pour dire que, voilà, c'est bidon, c'est zéro, quoi. Juste une dernière chose. Bon, après, tu peux prendre ça comme une attaque à Dominem, mais comme je trouve ça chelou, c'est ça, quoi. Regardez. Là, on est sur son Twitter. Regardez. Phénotix Evolution. Tu es un homme au sang chaud, je suis ta chose.
Retrouve-moi sur YouTube. C'est quoi? C'est une annonce sur un site de rencontre dans la rubrique homosexuelle ou quoi? Écoute, mec, écoute, franchement, t'es bizarre. T'es bizarre, mec. Donc, bref. Donc, voilà, j'ai exposé l'escroquerie Phénotix Evolution. Donc, voilà. Donc, franchement, redescends. Redescends, ouais, ok, tu lis des livres, ok, ouais, ok. Tu lis des livres, tu lis Wikipédia. Mais bref, tu produis rien, quoi. Redescends, redescends. Franchement, redescends, tu peux que y gagner, en fait. Tu peux que gagner, fais ça modestement, tranquille, quoi. Après, voilà, comme je disais, c'est pas pour cibler une personne, c'est pour cibler, en fait, une catégorie de personnes, en fait, ce genre de personnes-là. C'est monsieur je sais tout, qui, en fait, pullule depuis la démocratisation de l'Internet. Ils pullulent, ces gens-là, ils sont fatigants, vous voyez. Ils savent tout. Vous voyez, vous pouvez pas dire, vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit d'émettre une critique, une idée. Eux, ils savent tout, ils ont toujours raison. Ils pullulent, ces gens-là. Ils pullulent. Et comme je le disais, cette manipulation est très présente dans le monde professionnel où il y a ce genre de profil qui use d'un c'est d'une manipulation, quoi, en fait. Comme quoi eux eux ils sont intelligents et les autres ils sont idiots, en fait, vous voyez. Et il y a un côté aussi déshumanisé, tu sais, quand tu sous-entends que quelqu'un comme quoi toi tu es intelligent et que l'autre est idiot, donc tu lui enlèves sa raison, c'est vrai que tu le déshumanises, ouais, tu l'animalises. C'est ce qu'il fait, quoi, en fait, un peu. Et par exemple, il y a aussi les petits boutiquiers de l'ésotérisme qui usaient de ça. Parce que eux, ils ont 130 de QI et les bougnoules, ils ont 70 de QI, quoi. Vous voyez, c'est pour animaliser les gens, quoi. Vous voyez, leur enlever leur raison, leur. Vous voyez? Bref, c'est des. Voilà, c'est ce genre de personnalité. Bon, je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut monter, là, qui est déjà monté chez moi. Je mets le lien, comme ça, moi, je vais aller me refaire un petit thé. Je mets le lien pour ceux. C'est Hyper Crazy ou Fabio, ou... Bah, vous pouvez monter, ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Je coupe mon micro, je reviens.
Bon, écoutez, bah, je vais vous saluer. Je vais vous saluer. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Bon Ramadan. Bon Ramadan. Bon week-end. Au revoir.